pouvoir écouter le prochain groupe qui vont nous parler de maths sans pression et qui viennent de Singapour. Bonsoir. Aujourd'hui, on va vous parler de maths sans pression. Donc, je me présente, je m'appelle Victorine Tormance, en terminale, et je suis accompagné de Carla Mercier et Clara Palacio, tous les deux sont en terminale. Donc notre projet, on l'a fait sur une distance de 6 mois, donc ça en fait, notre principal but, c'est ce que vous verrez tout au long, genre plus détaillé, c'était de rendre... Est-ce qu'on m'entend bien ou pas? Parce que je ne sais pas du tout. Ok. C'est en fait d'avoir un système électrique qui est l'image du corps humain. Donc vous verrez c'est pas très difficile à comprendre. Ok. Du coup, quand on va à l'hôpital, souvent on va nous prendre notre pression artérielle ou notre débit sanguin. Donc avec l'appareil qu'on peut mettre sur le bras, là où on fait la pompe et tout, et ça, enfin voilà. Et, ou alors sur le doigt. Mais on n'a jamais réussi à avoir les deux données en même temps. Du coup, notre but, c'est de trouver un moyen de relier donc, la pression artérielle et le débit sanguin. Et donc, forcément, de trouver un appareil qui pourra réussir à les lier eux deux en même temps. Ça veut dire que si on prend mon débit sanguin, j'aurai directement la pression artérielle en même temps. Donc, ce sera plus efficace. Ok, donc comme j'ai dit tout à l'heure, le corps peut être vu en fait comme un modèle électrique pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, si on le représente pour un modèle électrique, on va devoir donc forcément affecter des valeurs d'électricité au corps. Donc par exemple, si je prends le débit cardiaque, qu'on mesure avec un oxymètre, en fait ça va représenter l'intensité dans le corps, dans le circuit électrique. Si je prends la pression artérielle, donc avec le tensiomètre, ce sera en fait la tension tout simplement. Et la viscosité, donc ça ce sera pour le circuit électrique principalement. La viscosité du sang, en fait, ça peut être représenté comme la résistance dans tout le corps humain, donc, dans le circuit qui est essentiel en fait au final. On va utiliser quelque chose que je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un condensateur. Donc c'est pour réguler en fait l'électricité dans tout le circuit humain, dans tout le circuit électrique, comme en fait le sang, comme il est régulé grâce au cœur. En fait, voilà, c'est un modèle de pompe cardiaque que je vais plus détailler. Donc en fait, si on décide d'avoir le corps humain comme un circuit électrique, on doit en fait se baser sur un modèle de Wien-Kessel. Donc c'est quoi le modèle de Wien-Kessel? En fait c'est assez facile. On a donc une source. Donc par exemple là ça va être notre cœur, ou donc dans le petit élément qu'on a ici, c'est la pompe d'eau dans un pompier. Et on va avoir donc cette source qui va aller dans une direction et qui va être en fait régulée avec un espèce de stockage. Donc comme j'ai dit, la viscosité du sang, enfin non, l'élasticité, j'ai pas dit en fait du coup, mais l'élasticité des veines va en fait pouvoir réguler comme un réservoir le sang. Donc ça veut dire que le sang il va aller, il va aller très tranquillement dans tout notre corps sans aller en saccadé, ça va pas poser de problème majeur dans le corps. Du coup ici on a donc le modèle Wien-Kessel qui est représenté en circuit électrique et donc sous un schéma aussi. Tout au long de l'année aussi on a utilisé donc, plusieurs logiciels, on a fait un algorithme avec Python, on a utilisé Excel principalement et Partsim pour pouvoir faire des circuits électriques directement sur l'ordinateur ainsi que Equation pour tout à l'heure. Donc là maintenant c'est Clara qui va vous expliquer en fait la démarche qu'on a suivie tout au long de l'année. Donc maintenant, je vais vous présenter la démarche qu'on a suivie. Donc c'est un peu tout le travail qu'on a réalisé entre septembre et novembre. Et donc c'est entre le moment où on a découvert le sujet et en quoi ça consistait, comme Victor vous l'a expliqué, et le moment où on a commencé à trouver des résultats concrets. Donc cette démarche elle va se diviser en deux parties. Déjà, c'est le moment où on a découvert le sujet et on a fait des premiers calculs. Et ensuite, je vais vous expliquer toutes les interrogations, c'est-à-dire toutes les questions qu'on s'est posées au fur et à mesure qu'on découvrait notre sujet. Donc, pour les premiers calculs et recherches, comme vous avez pu voir, le sujet paraît un peu difficile. Et donc, pour l'aborder, on a commencé avec les relations de base qu'on connaissait, comme par exemple la loi d'Ohm, qui
dit que U égale RI, avec U la tension, R la résistance dans un circuit, et I l'intensité. Et on avait aussi utilisé d'autres lois sur l'intensité. Sauf qu'à chaque fois, on n'aboutissait pas à des résultats qui nous convenaient, parce que c'était pas assez concret et ça prenait pas en compte toutes les caractéristiques qu'on voulait prendre en compte, par exemple dans le cœur. Et aussi, notre but c'était de relier U et I, et donc à chaque fois, ça ne nous convenait pas. Et donc, comme c'était les calculs, parfois ça peut paraître assez abstrait, et que nous, notre problème est quand même très concret, on n'arrivait pas à voir comment est-ce que concrètement ça évoluait, et c'est donc pour ça qu'une fois on est allé en salle de TP, et on est allé mesurer U et I, et on a regardé dans un circuit comment est-ce que ça évolue, si on rajoute une résistance, une capacitance, deux résistances, ou les deux d'un coup. Ensuite, tout au long de nos recherches, on s'est posé plusieurs questions. Parce qu'au début, quand les chercheurs nous ont présenté le sujet, ils nous avaient donné envie de modéliser entièrement le corps en un modèle électrique. Sauf qu'on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va diviser le corps et en combien de parties est-ce qu'on va le diviser? Par exemple, si vous deviez diviser un corps en plusieurs membres, vous mettriez combien de membres? Eh bien, on était parti, par exemple, sur ça au début, on s'était dit, ben, on va prendre tout un bras. Mais après, on se demandait, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'un bras, c'est un même ensemble, ou faut diviser encore dans un bras en plusieurs parties? Mais au final, c'était plus de notre niveau, parce qu'à chaque fois qu'on rajoutait un nouveau membre à notre modèle électrique, eh bien, ça faisait varier l'intensité et la tension qu'on avait déjà calculée. Et c'est donc pour ça qu'on est resté sur une version un peu plus simplifiée, où on considérait que le corps c'était juste un ensemble, et donc là on s'est basé sur le fonctionnement du cœur. Aussi, donc ça c'était surtout les premières questions qu'on s'est posées, et après, une fois qu'on avait compris ces questions, on s'était demandé quelle valeur choisir pour nos relations, parce qu'on utilise plusieurs grandeurs, par exemple la tension, l'intensité, la capacitance et la résistance, et donc il fallait à la fois qu'on trouve des valeurs qui étaient assez réalistes et qui pouvaient bien représenter des valeurs de résistance ou de tension dans un corps humain, mais il fallait aussi que ça soit suffisamment grand pour qu'on puisse le modéliser. Donc au final, on a trouvé des valeurs qui nous convenaient, que Carla vous expliquera tout à l'heure. Ensuite, comme dans tout travail et dans toute recherche, on a eu quelques fausses routes et des moments où on s'est trompé. Donc par exemple, pour vous partager un moment où on s'était trompé, une fois au début on était parti sur une mauvaise représentation du circuit, parce qu'on était parti sur la représentation d'un circuit en continu, et en fait au final c'était en dérivation. Donc voilà, maintenant qu'une fois je vous ai présenté un peu toute la démarche et comment on s'est dépatouillé avec toutes les informations qu'on avait, vous doutez bien que je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a trouvé. Donc déjà, la première étape, ça a été de trouver le courant dans notre circuit. Parce que je le rappelle, notre but c'est de relier U en fonction du temps, I en fonction du temps pour voir comment les deux évoluent. Donc tout d'abord, on a commencé avec le courant, puis après on a regardé la tension, et donc on a fait plusieurs calculs dont des intégrations, et au final, dans les deux relations, à chaque fois, ces deux valeurs dépendaient de R et de C. Et c'est donc pour ça qu'en dernier, on a dû trouver des valeurs pour cette résistance et la capacitance. Donc maintenant, Carla va vous montrer les résultats qu'on a eus et comment on y est arrivé. Bonjour. Bon, je sais que quand vous voyez tout ça, ça fait un peu, oh mon Dieu, des calculs de partout. Je vais essayer de garder le plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Vous m'entendez ou pas? Donc je vais essayer vraiment de le garder très très simple. Et puis, ouais, c'est tout ce que j'ai fait. Donc on est parti de... Il y a une formule spéciale pour le modèle de Wien-Kessel que Victor nous a présenté, qui est la formule de l'intensité en fonction de l'intensité de départ et d'un angle, parce que l'intensité c'est une fonction sinusoïdale. Du coup on a des courbes et c'est pour ça que la trigonométrie va bien dans l'équation. Donc on s'est basé de l'intensité au départ pour exprimer en fait l'intensité au fur et à mesure de la diastole et de la systole. Donc la diastole et la systole, c'est les deux étapes du cœur. Il gonfle et il se rétracte. Et donc c'est une notion que vous verrez peut-être, enfin vous verrez en terminale, c'est l'intégration. C'est que pour
pouvoir calculer les variations de notre fonction d'intensité, il fallait qu'on additionne toutes les petites variations, les variations en fonction du temps. Et donc ça, c'est un procédé qu'on appelle l'intégration. Donc on a utilisé une intégrale et on a essayé au fur et à mesure de résoudre l'équation. C'était pas facile, voilà, mais donc on est parti de notre intégration et on a fait, pour la rendre plus simple, on l'a multiplié par quelques facteurs. On s'est retrouvé avec une intégration par partie. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a pu au fur et à mesure simplifier toute notre équation. Ouais, je sais, ça fait beau. Simplifier notre équation pour trouver au final l'expression de notre tension en fonction du temps. Et c'est la fonction dont on avait besoin pour ensuite la mettre dans un graphique. Donc une fois qu'on a trouvé notre formule de la tension, on a pu tracer un graphique. Clara. Ok. Il nous manquait juste en fait deux inconnus qu'on n'avait pas encore trouvés. C'était la résistance et la capacitance, comme Victor vous a dit auparavant. Et donc là, on a eu l'idée, enfin c'est même qui a eu l'idée honnêtement, mais on nous a demandé de faire un programme Python pour trouver les deux valeurs de la résistance et de la capacitance. On s'est basé, en fait, pour les trouver, on s'est basé sur des conditions réelles, avec les valeurs qui sont normalement dans des cas d'hôpitaux normaux, et pour essayer de trouver des valeurs qui coïncidaient et qu'on pourrait ensuite injecter dans notre formule. Ça nous a donné un tas de valeurs plus ou moins exactes. Et on a choisi la plus... Donc pourquoi est-ce qu'on a choisi celle en jaune? C'est parce que on sait que lors d'un rythme cardiaque, la tension varie entre 80 et 120. Et donc il fallait que nos valeurs vérifient ces deux conditions. Et c'est pour ça qu'on a pris les valeurs les plus précises, donc 120.0 et 80.0. Et donc on avait nos deux valeurs de la résistance et de la capacitance. Après ça, on a enfin pu faire un graphique. Et ça, c'est les graphiques de notre fonction, de la tension en fonction du temps. Et grâce à ça, on a aussi pu modéliser l'intensité et la tension en fonction du temps. Ce qui nous a permis en fait de pouvoir relier les deux fonctions parce qu'elles étaient toutes les deux exprimées en fonction du temps. Et donc on a pu les exprimer l'une en fonction de l'autre. Enfin, en fait, on l'a pas fait parce que c'était à base. Déjà que les calculs, c'était pas forcément au même niveau, donc on s'est arrêté à ce moment-là. Mais en soi, pour continuer, il faudrait qu'on lie la tension et l'intensité. Donc c'est pour ça que j'arrive maintenant à l'étape de la limite du projet. Parce que nous, comme Clara l'a dit, on a fait une équation pour seulement que pour le cœur, alors que pour que notre équation soit vraiment exacte, il faudrait qu'on la fasse pour toutes les parties du corps. Donc ça, ça montre que notre fonction, elle manque un peu de précision. Ensuite, comme je vous l'ai dit, notre équation se base sur une courbe qui est complètement sinusoïdale. Oui, c'est ça. Et alors que dans la vraie vie, en fait, c'est pas forcément comme ça. Et du coup, ça aussi, ça montre que notre fonction, elle monte un petit peu de précision, elle est un peu imprécise. Et enfin, il faudrait qu'on utilise des valeurs de passion pour qu'on puisse vraiment vérifier que notre fonction marche. Mais on a quand même essayé de tenter avec quelques valeurs et pour l'instant, elle avait plus ou moins répondu à nos attentes, on va dire ça comme ça. Et donc, après sur notre projet, concrètement, en fait, ça va nous permettre de mesurer la tension et de savoir avec précision, par exemple, quand on va chez le médecin, comment lier l'intensité et la tension, mais aussi de pouvoir voir les impacts des maladies. Par exemple, si on connaît notre valeur de la tension, on va pouvoir mesurer les écarts de l'intensité, etc. Et ça peut vraiment aider les hôpitaux à gagner en temps, en rapidité, en précision. Aussi parce que vu qu'on a utilisé des programmes, un modèle électrique, ça permet de gagner en puissance et de modéliser parfaitement le système cardiaque en système électrique. Et un peu les autres buts, je l'ai dit. Donc en fait, nos projets, il doit avoir plein d'applications concrètes. Il a déjà été mis en œuvre dans quelques hôpitaux
Hoptaux, notre chercheur qui aussi travaille sur ce projet, est en train de voir s'il peut l'appliquer sur différents hôpitaux. Et donc, ça pourrait être vraiment une bonne avancée pour la science et la médecine, de pouvoir avoir des appareils qui mesurent les deux valeurs en même temps. Merci beaucoup pour votre attention. Et donc, juste avant de finir, on aimerait beaucoup remercier Richard, notre chercheur, qui nous a beaucoup aidés, ainsi que Monsieur Kasperjak et Madame Kennel, qui nous ont encadrés pendant nos 6 mois de recherche. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, j'arrive. J'ai juste une question. Pourquoi avoir utilisé les nombres complexes? Pardon? Pourquoi avoir utilisé les nombres complexes? Donc on l'a pas montré sur cette présentation, mais au début on avait utilisé les nombres complexes parce que les professeurs nous avaient donné une relation, c'était U égale ZI, qui nous permettait de relier directement U et I, ce qui était notre but. Mais au final, donc Z c'était un nombre complexe, mais au final ça n'a pas abouti, et vous avez vu les calculs qu'on a là étaient bien plus précis, donc c'est pour ça qu'au début on avait utilisé les nombres complexes, mais qu'au final on n'a pas poursuivi avec ça. Parce que pour être totalement honnête, en fait, au début notre chercheur nous a dit, lorsqu'il nous a donné la relation égale effective, qu'il fallait qu'on utilise des nombres complexes, et on a demandé nous aussi pourquoi les nombres complexes, et notre chercheur nous a regardé en nous disant mais en fait c'est comme ça, et c'est comme si vous demandiez, en fait